Rapidement, juste me présenter. Je suis quelqu'un qui œuvre dans le domaine de l'éclairage depuis de nombreuses années. J'ai commencé au niveau de la signalisation à DEL dans les années 90. Et tranquillement, pas vite, j'ai entré dans le monde de l'éclairage DEL avec les DEL eux-mêmes. General Electric, j'ai fait la conception du produit, mais aussi de spécification de produit, aussi dans l'éclairage d'urgence. Et maintenant, je suis plus en efficacité énergétique. Donc, c'est sûr que la technologie DEL m'intéresse, mais l'éclairage est beaucoup plus large que ça. Donc, ce matin, on va parler de l'éclairage en général, mais vous allez voir, la technologie DEL va prendre une certaine place dans la présentation. Donc, on va avoir une introduction avec un survol ensuite des changements au niveau des technologies, des normes, des règlements, mais aussi des impacts dans les principales applications. Puis, on va finir avec une étude de cas. C'est fun de regarder les concepts, mais d'avoir du concret. Puis, la conclusion. Donc, ici, je vais commencer par une image, je pense, qui met en lumière l'importance de l'éclairage. Donc, ça se trouve être la Galerie des Glaces à Versailles. Donc, une merveille d'architecture. On peut voir, en fait, justement, que l'éclairage, c'est beaucoup plus que de voir, mais c'est vraiment comme un château, c'est beaucoup plus que se loger à la base. Donc, grosso modo, on va parler beaucoup de technologie, mais je pense qu'une chose qu'il faut aborder quand on parle d'éclairage, c'est les besoins. En fait, historiquement, les besoins d'éclairage, on parlait souvent d'acuité visuelle, des niveaux d'éclairement, d'uniformité, pour des raisons de productivité. Donc, il y a certaines tâches à faire dans un bureau ou sur la route, on veut éviter des collisions. Mais tranquillement, pas vite, on a commencé à intégrer des éléments de développement durable. Ici, je parle d'efficacité énergétique, mais c'est vraiment une petite partie de développement durable. Tout ce qui est relié aussi à l'humeur des gens, où est-ce qu'on peut créer des ambiances vraiment importantes et intéressantes avec l'éclairage d'elle. Plus récemment, début des années 2000, on a fait une découverte scientifique, à savoir que dans l'œil, il n'y a pas juste des photorécepteurs pour voir le jour et voir la nuit, mais aussi pour régler notre rythme biologique, le rythme circadien finalement, qui orchestre tous les autres rythmes digestifs, du sommeil. Donc, c'est des découvertes importantes. Donc, les besoins humains ne changent pas tellement, évoluent très lentement, mais notre compréhension des besoins, elle, a beaucoup évolué. L'autre révolution, pas dire évolution, c'est au niveau des sources lumineuses. C'est sûr que quand on regarde l'évolution depuis une quarantaine d'années, de l'incandescente, des décharges à haute intensité ou du fluorescent, ça stagne. Les technologies, c'est des technologies matures. Puis quand on regarde la courbe de progression du DEL, on voit que vraiment c'est une technologie de brisure. Souvent, j'aime à penser, puis c'est ce que l'UNESCO pense, que l'éclairage ou la photonique va être la science du 21e siècle. En 2015, c'est l'année internationale de l'éclairage. Et il y a beaucoup de choses dans notre vie moderne, la communication sans fil, entre autres, qui dépendent de la photonique. Donc, il y a beaucoup de développements qui se font. On pourrait penser au 20e siècle comme étant l'année où le siècle de l'électronique et le 21e siècle, le siècle de la photonique. Donc, assez d'introduction, passons plus spécifiquement aux différents changements. Donc, on va couvrir les technologies, les normes, les règlements, puis aussi les impacts dans la pratique. Puis quand j'ai fait un peu le plan de ma formation, puis de la présentation ce matin, des fois, c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui engendre quoi, donc les causes et les effets, ou le fameux œuf ou la poule. Donc, des fois, une percée technologique va amener des possibilités qui vont amener aussi des changements au niveau des normes et vice-versa. Au niveau des changements technologiques, une des choses qu'on a vu un petit peu plus tôt, puis ici je voulais raffiner un petit peu mon analyse, c'est au niveau de la performance énergétique. On va parler souvent de lumens par watt au niveau du DEL si on compare à d'autres technologies. Puis souvent, il y a un peu de confusion qui se crée parce qu'on va regarder au niveau de la source, c'est quelque chose qui est important, mais il faut la regarder au niveau de l'application. Donc ici, les chiffres qu'on a, ça se trouve à être au niveau du luminaire de flux lumineux initial. Donc en 2015, un luminaire DEL, 130 lumens par watt, c'est un très bon luminaire, mais ce n'est pas exceptionnel. Si on prend un luminaire fluorescent qui se trouve être la source la plus utilisée dans les bureaux, on va parler d'environ 70 lumens par watt, bien que la source lumineuse peut générer 90 lumens par watt, 100 lumens par watt. Donc, déjà en 2015, le DEL est très compétitif par rapport à des technologies très performantes. Et il l'est encore plus depuis 2010 par rapport à des technologies moins performantes comme les lampes incandescentes. Mais ce qui va se passer entre 2015 et 2020, je peux vous garantir, ça va être quelque chose de vraiment important. On va le voir un petit peu plus tard au niveau des chiffres. L'autre élément aussi, puis ça c'est même pas à la bonne échelle, on va voir plus loin, c'est les coûts.
Donc, les coûts diminuent, la performance augmente. L'évaluation qu'on a faite il y a 6 mois est peut-être déjà périmée parce que les coûts évoluent pratiquement plus vite aussi que la performance. Pour illustrer justement à quelle vitesse les coûts évoluent, ici, j'ai pris une lampe A19, la bonne vieille lampe 60 watts qu'on a tous chez nous. Je peux remarquer que l'échelle de prix de vente, c'est des dollars par kilolumen ici. Ça se trouve à être logarithmique. Donc, on passe de 1 à 10 à 100. En 2011, une lampe équivalente 60 watts, vous achetiez ça au début 2011, 40 $. Maintenant, vous allez dans un commerce, une grande surface, c'est en bas de 10 $. Une très bonne qualité. On a à 5 $, j'ai même vu aussi 2 pour 5 $. Donc, en 2015, donc, on est passé vraiment à les projections, en fait, de Dell atteint les projections ou surpasse les projections, autant en termes de performance que de réduction de coûts. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est au niveau de toute la structure, finalement, d'approvisionnement. Le Dell, c'est pas seulement du Dell. Ici, on peut voir en 2012, la même lampe A19, 39% du coût, c'était des Dell. Et ces coûts-là sont 35% en 2013, malgré une réduction assez importante. On peut voir à l'horizon 2020 pratiquement 80% de réduction de coûts par rapport à 2012. En 8 ans, 80% de réduction de coûts, c'est énorme. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans l'industrie, tous les fournisseurs, autant au niveau des Dell que des circuits électroniques, que de l'optique, que de l'assemblage, tous ces gens-là optimisent leur chaîne de production et ça semble aller très vite. Une des choses aussi, vous allez voir, l'impact de ça, c'est que les marges bénéficiaires de certains fabricants diminuent. Puis quand les marges diminuent, bien, on réagit. Puis on réagit comment? Entre autres en innovant. Moi, chez nous, mes lampes, j'ai contrôle avec mon téléphone sans fil, puis c'est assez commun, c'est un peu exceptionnel il y a 2 ans. Aujourd'hui, on peut retrouver ces lampes-là sans fil, où est-ce qu'on peut moduler la couleur à bon escient. J'ai même vu une firme de Québec qui utilisait ces lampes-là pour pouvoir les synchroniser avec des jeux vidéo. On a du son, on a des cinémas maison, mais là, on a l'éclairage qui va nous rehausser finalement ce qui se passe dans l'action. Donc, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas de base et qui permettent aux fabricants d'offrir des produits et garder leur marge bénéficiaire. L'élément important, je pense, c'est, puis j'en parlais avec les gens un petit peu plus tôt, c'est, je pense, la gestion des attentes par rapport à cette technologie-là. Si au début des années 2000, on pouvait craindre ou pas être sûr que ça allait être la technologie finalement qui allait prendre beaucoup de place, avec beaucoup d'attention médiatique, je pense que peut-être dans les années 2005, il y a des attentes qui étaient très élevées, mais le Dell n'était pas encore là en termes de coût et de performance nécessairement. Je pense qu'en 2010, on a peut-être atteint le creux des attentes. On m'a souvent dit que la recette du succès, c'est les résultats moins les attentes. D'où l'importance d'avoir des attentes réalistes et de les gérer quand vous faites des projets ou quand vous êtes un client. Quelqu'un pourrait me dire, ben, mettons les attentes les plus basses possibles, les résultats moins attentes les plus basses possibles, on va avoir un succès. Mais le problème, c'est que quand les attentes sont trop basses, les projets ne se font pas. Il y a des technologies aujourd'hui qui nous permettent d'économiser de l'argent. En fait, il y a des gens qui perdent de l'argent à ne pas faire des choses aujourd'hui. Et c'est à cause souvent que leurs attentes sont trop basses. Donc, c'est important aussi par rapport à la technologie de bien gérer nos attentes en fonction des applications. Ce n'est pas une technologie monolithique, tout comme l'éclairage non plus ne l'est pas. Donc, il y a des secteurs où est-ce que le Dell est très performant, permet d'avoir des retours sur investissement d'environ moins d'1 an, alors que dans d'autres, ce n'est pas le cas encore. Donc, le but de la présentation ce matin, c'est un petit peu aussi de faire ce survol-là. En 2014, environ 6% du parc installé en téra-lumen-heure, ça finalement c'est la quantité de lumens installés qui donne un service pendant certaines heures. On parle de 6% en Amérique du Nord. En 2020, qui est dans 5 ans, qui est au fond, on va parler d'environ 48% de l'éclairage qui va être l'éclairage Dell. Et en 2030, on parle de 85%. Si on veut arriver là, puis si on va arriver là parce que semble qu'on va y aller, les ventes sont beaucoup plus importantes. Changer un parc, ça prend des ventes. Actuellement, les ventes au niveau mondial d'éclairage, on parle de 30 à 40% qui sont du Dell en termes de dollars. Ça va monter à 80% à l'horizon 2018. En Chine, au Japon, ils sont déjà là. 80% de ce qui se vend aujourd'hui, c'est du Dell. Vous avez vu Fukushima, ce qui s'est passé, puis je peux vous dire, entre construire un réacteur nucléaire ou le remettre en service, ou dévisser une lampe puis changer pour une lampe Dell, il y a une des solutions qui est beaucoup moins risquée puis qui a un impact réel puis rapide. Donc, c'est une des raisons aussi, c'est tous des phénomènes qui arrivent qui fait que la technologie évolue rapidement, qu'il y a du volume puis que les choses se produisent.
peux remarquer aussi qu'au niveau du fluorescent qui est là-bas, c'est la plus grosse partie de service d'éclairage, c'est du fluorescent, puis on voit qu'il continue à avoir une progression. Donc le fluorescent est là pour rester encore un certain temps. C'est une technologie assez performante. Le DEL, oui, c'est important, mais c'est important aussi de ne pas perdre de vue les autres technologies. Vous avez sûrement entendu parler de ODEL, donc de DEL organiques, finalement, qui sont des plastiques dopés qui agissent comme des semi-conducteurs. C'est ce qu'on voit sur la photo ici. Puis, en fait, ça risque d'être une technologie complémentaire au DEL, parce qu'en fait, c'est l'opposé du DEL tel qu'on le connaît. Le DEL, c'est une source ponctuelle qui est très concentrée puis qui est très directionnelle. Le ODEL, c'est tout le contraire. C'est une source qui peut être très diffuse sur une grande surface. Donc, on va probablement aller voir des applications un peu différentes. C'est très utilisé actuellement pour l'électronique, donc le rétroéclairage des écrans. La problématique du ODEL, c'est sa performance qui est moindre que le DEL. On parle de peut-être 50 lumens par watt, 3-4 fois moins que les DEL, les meilleurs DEL d'aujourd'hui. C'est organique, donc la dégradation dans le temps, la stabilité, c'est un enjeu aussi, puis de surcoût important. Mais ça avance vite. Les technologies avancent rapidement. Le plasma, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est une technologie qu'on voyait apparaître, puis j'ai l'impression que le DEL va prendre le plat sur cette technologie-là, mais c'est une source qui est intéressante pour des très hautes intensités. L'éclairage de stade, ce genre d'éclairage-là, puis je ne suis même pas sûr si ça se fabrique encore, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Les technologies de transition, c'est des technologies finalement qui apparaissent puis qui disparaissent. Bon, c'est quoi une transition? Est-ce que c'est 100 ans, 10 ans, 15 ans? Disons que l'induction puis le flow compact pourraient tomber dans cette catégorie-là. L'induction, c'est une lampe finalement fluorescente, mais au lieu d'avoir un électrode, c'est par induction, avec un champ magnétique, on fait allumer la lampe. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de dégradation au niveau des électrodes, donc la durée de vie de la lampe peut être jusqu'à 100 000 heures. Le désavantage, c'est que c'est une grosse lampe. Puis dans des applications comme l'éclairage extérieur, où il faut aller diriger la lumière, ou même l'éclairage intérieur, d'avoir une grosse source lumineuse, c'est pas toujours évident pour un designer, un luminaire qui est efficace. Donc c'est une technologie qui, à mon sens, étant donné le prix des DEL qui est descendu, on va voir de moins en moins, mais ça c'est mon opinion personnelle. Sur mes observations. Au niveau des technologies traditionnelles, il ne faut pas les oublier, l'incandescence risque de mourir. Il y a des règlements qui rentrent en vigueur, qui sont déjà en vigueur au Canada, qui fait que les bonnes vieilles lampes incandescentes qu'on avait chez nous ne sont plus les mêmes. C'est de l'halogène, en fait, une forme de lampe incandescente. Au niveau des lampes à décharge aussi, on voit des règlements qui rentrent en place, qui déplacent un peu cette technologie-là. Le fluorescent, ça va rester pour un certain temps. Je pense que c'est important quand même de garder une perspective sur ces technologies-là, parce que quand vous faites des projets, vous allez comparer, entre autres, d'autres technologies comme le DEL avec cette technologie-là. Puis c'est important de comprendre que font ces technologies-là, c'est quoi leur coût d'opération aussi, pour pouvoir vraiment avoir des bons business cases. Un autre changement important, puis je pense qu'il est mal mesuré, ici il y a beaucoup de choses sur cette image-là, mais c'est les changements au niveau des contrôles. Puis je vais vous décrire un peu ce qu'on voit. Finalement, c'est 6 scénarios de contrôle. Le premier à gauche, c'est un scénario de contrôle où on met des contrôles localisés. Donc, dans une pièce, on a un détecteur d'occupation avec l'éclairage naturel. On contrôle un certain lot, une pièce complète. Et ce qu'on voit en vert, ça se trouve être la portion filaire. Donc, du contrôle, c'est beaucoup du fil, en fait. Et les deux autres solutions sont des solutions centralisées, donc, mais un peu plus sophistiquées et plus performantes en termes d'efficacité énergétique. Donc, un conventional relay panel. Donc, le gros du coup, vous voyez, c'est le fil. L'autre solution ici, ça se trouve être des ballasts adressables. C'est quelque chose, vous avez sûrement déjà entendu parler de DALI. C'est un protocole qui permet d'adresser chaque ballast individuellement. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça réduit beaucoup le fil, le coût de filage, parce qu'à ce moment-là, on peut contrôler à distance sans nécessairement avoir des fils qui reviennent finalement au breaker ou au panneau de contrôle. Le problème, par contre, c'est les appareils d'éclairage qui sont très coûteux. Donc, c'est une technologie qui n'a pas vraiment beaucoup émergé. Puis l'autre chose, c'est que quand on contrôle du fluorescent, entre autres, on joue sur la durée de vie des lampes. Donc, commiter une lampe fluorescente, on réduit rapidement sa durée de vie. Donc, il y a des coûts d'opération aussi. Donc, des fois, on remplace un coût d'énergie par un coût de lampe. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Ici, ce qu'on voit, c'est des technologies sans fil avec du dimming. Donc, au niveau du filage, on vient de couper beaucoup le filage, mais il y en a encore du filage. Puis au niveau des équipements aussi.
Donc, on mesure encore mal, je pense, l'impact que le contrôle va avoir, surtout quand il y a une convergence entre le contrôle et le DEL qui est très compatible avec ces technologies-là. Donc ici, rapidement, le contrôle, pourquoi on veut contrôler nos appareils d'éclairage? Ici, c'est assez petit, mais ce qu'on voit ici, c'est la consommation énergétique sans contrôle, donc 4 kWh par pied carré. Et là, quand on met du contrôle standard localisé, on peut voir ici, il y a un gain au niveau des contrôles. Là, il y a des barres qui sont un peu spéciales. Ils ont fait des études avec des arcs inversés. C'est-à-dire, ils ont fait une belle configuration où est-ce qu'ils ont mis les bureaux fermés sur le bord des ascenseurs, puis ils ont laissé les espaces ouverts accessibles aux fenêtres. Donc, ça, c'est la configuration qui serait la plus optimale au niveau architectural. Puis ici, bien, qu'on met des bureaux fermés sur le bord des fenêtres, mais c'est ce que ça donne. Le contrôle, finalement, ça n'a pas grand-chose. Il n'y a pas d'éclairage qui rentre dans notre bureau. Mais ce qu'on peut voir, c'est surtout ces contrôles-là sans fil, en fait, qui sont beaucoup moins coûteux, mais en termes de performance, finalement, qui sont là. L'autre élément aussi au niveau du contrôle, c'est, je vous disais que les ventes et les coûts baissent très rapidement dans l'industrie, même au niveau des DEL. Les manufacturiers sont à développer de nouvelles solutions. Dans le commerce de détail, une de ces solutions-là, qui est offerte par plusieurs manufacturiers, c'est de la micro-géolocalisation. Vous pouvez vous figurer que vous faites votre liste d'épicerie sur votre tablette. Vous rentrez à l'épicerie, puis tout ce que vous avez à faire, c'est marcher, puis attendre qu'on vous dise si vous êtes à la bonne place. Puis il y a des gens qui sont prêts à payer pour vous dire, en plus, bon, le pot de salsa, vous alliez prendre ça là, mais moi, je vous offre l'autre avec un rabais instantané de. Donc, c'est des choses qu'on commence à voir à émerger dans le commerce de détail, mais aussi au niveau de la gestion des inventaires. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités que le contrôle peut apporter. Puis un élément qui est très intéressant, c'est au niveau de la variabilité. On parlait de la variabilité au niveau du DEL. C'est possible de contrôler la chromaticité. Puis il y a beaucoup de recherches qui sont actuellement pour vraiment optimiser l'éclairage sur les besoins réels des humains. Donc, c'est quoi que on n'a jamais eu tout ce contrôle-là au niveau de l'éclairage qu'on a maintenant avec le DEL. Donc, il y a beaucoup de centres de recherche qui sont à évaluer l'impact sur la santé, les bénéfices et les effets négatifs aussi qui pourraient avoir lieu. Puis comment on peut optimiser ces sources-là pour en faire un meilleur usage. Ça m'amène à parler d'un élément important, les normes. Au niveau du contrôle, un des gros enjeux, c'est le manque de normes. On est dans un monde où est-ce qu'on fait beaucoup de recherches. Et le DEL, en 2008, on est à peu près là, 2005-2008, la technologie est là, on veut l'utiliser, mais il manque de normes. Donc, j'aime ça, représenter ça comme une pyramide où est-ce que les besoins primaires sont à la base. Première chose, il faut nommer les choses. Donc, c'est quoi un DEL, c'est quoi les sources? Donc, il y a des normes qui font ça ici. Au niveau sécurité, c'est la première chose qui nous vient en tête. Oui, la performance énergétique, c'est beau, mais quand je vais mettre ça dans mon bâtiment, est-ce que je vais avoir des enjeux de sécurité? Ensuite, c'est tout ce qui est les mesures. Ici, c'est une norme pour mesurer la chromaticité des LED, donc pour définir la couleur de la lumière. Donc, il faut définir ces normes-là. Elles ne sont peut-être pas appropriées pour le LED, elles sont peut-être appropriées pour le fluorescent. Ensuite, est venu les normes d'essai au niveau des luminaires. Donc, comment faire un test sur un luminaire de façon répétitive. Puis un élément qui était très, très important, puis que les gens encore aujourd'hui ont en tête, puis c'est important, c'est le maintien du flux lumineux. Donc, l'IES a développé des normes pour tester des DEL sur une certaine durée de temps, 6 000 heures, 10 000 heures. Et ensuite, en combinant avec les résultats de température d'essai dans les luminaires, ils sont arrivés avec une méthodologie pour projeter finalement le maintien du flux lumineux dans le temps. Donc, tout ça est assez complexe pour le commun des mortels. Mais c'est important quand même de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ça, parce que quand on vous offre des solutions d'éclairage, entre autres au niveau du DEL ici, je trouve que c'est un bon exemple, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Un manufacturier pourrait vous vendre un luminaire beaucoup moins cher, avec moins de DEL, mais mettre un coût d'alimentation plus élevé, puis à ce moment-là, il y a un peu moins d'efficacité, puis le flux lumineux va dégrader plus vite, mais le coût va être beaucoup plus bas. Et le même manufacturier pourrait vous offrir un choix différent où est-ce qu'on pourrait changer la configuration. Donc, avec le DEL vient un choix de topologie infini. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi qu'on vous offre au-delà d'un prix. Et il y a des listes de produits qui permettent justement d'intégrer toutes ces normes-là puis rendre ça plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Dans votre quotidien à la maison, vous pouvez penser à Energy Star, donc vous achetez un lave-vaisselle. Vous ne voulez pas comprendre toutes les normes qui existent pour qualifier la performance d'un lave-vaisselle, mais vous dites, bon, j'achète un lave-vaisselle Energy Star, ça me garantit, oui, une efficacité énergétique, puis une performance minimum par rapport à la fonction première qui est laver votre vaisselle.
Donc, au niveau du DEL, il y a le Design Light Consortium qui a été, je participe sous le comité adviseur pour développer ces normes-là, pour justement guider les gens, puis les envoyer vers des listes de produits qu'on dit, bon, telle application au plafond, vous allez dans cette liste-là, vous avez des informations qui sont exactes, puis le produit va être approprié pour votre besoin. Il y a des devis de performance aussi, où est-ce qu'on peut intégrer justement des critères de performance au niveau de l'application. Puis ici, j'ai mis les handbooks et les codes. Si de 2008 à 2013, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau de ces normes-là ici de base, pour pouvoir vraiment avoir des bons produits. Là, maintenant, on est vraiment dans les applications. Puis, depuis 2014, coup sur coup, toutes les applications, tous les guides de pratique de l'IS ont été mis à jour. Éclairage routier, stationnement, éclairage extérieur. Et quelques années avant, ça a été le handbook. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail plus loin parce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la pratique. Donc, au niveau des normes, rapidement, le rendu de couleur, on va parler un petit peu plus loin. Beaucoup de changements à venir. Le papillotement, flickering, les lumières qui scintillent. Le DEL n'est pas différent des autres sources, mais un différent spectre qui peut allumer et éteindre plus vite. Puis si un circuit d'alimentation est mal conçu, ça peut créer des problématiques. Le papillotement, ça peut être de la fatigue visuelle, ça peut être dans des cas plus extrêmes, même des enjeux de sécurité ou de santé. Donc, je ne dis pas que le DEL n'est pas sécuritaire, mais je dis qu'il manquait de normes pour définir quelles sont les bonnes pratiques pour désigner les bons circuits d'alimentation. Ça vient d'être relâché par Rick Poli il y a un mois. Au niveau des éblouissements, il y a encore des choses à faire. Au niveau de la pratique, tout ce qui est la vision mésopique, on a beaucoup entendu parler. On a une vision de jour, une vision de nuit. Puis dans des bas niveaux d'éclairement, on est comme entre les deux. Donc le spectre lumineux, à ce moment-là, peut avoir une influence. Puis les niveaux d'éclairement peuvent être modulés. Dans le dernier handbook de l'IES, on couvre cette partie-là. C'est un peu mal connu. Mais c'est important d'actualiser ses connaissances pour comprendre comment appliquer ces nouveaux éléments-là. Les zones environnementales, on va le voir plus loin aussi au niveau des niveaux d'éclairement. C'est une nouvelle approche complètement au niveau de l'éclairage dans l'IS Handbook. La compatibilité, souvent les gens disent oui, j'ajoute un luminaire et là, quand il est fini, je ne peux pas le remplacer, il n'y a pas de source. Zaga sont à développer des sources lumineuses compatibles, autant au niveau mécanique que thermique, pour pouvoir permettre éventuellement de changer ces sources-là. Mais encore là, c'est toujours un compromis entre laisser la technologie évoluer puis trop la standardiser trop tôt. Donc, c'est des choses qui sont en déploiement. Les contrôles, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des interférences électromagnétiques, ça en est un cas de compatibilité, donc c'est une forme de compatibilité. Puis on a vu certaines lampes, modèles, entre autres, de mauvaise qualité, qui ne rencontrent pas les exigences fédérales, qui peuvent créer des interférences radio, entre autres. Donc c'est important. Je sais que l'Industrie Canada travaille beaucoup là-dessus pour être sûr que les produits importés au Canada sont conformes. Donc c'est important de s'assurer que nos produits le sont. Donc la fiabilité, rapidement, la fiabilité, hier, je suis tombé sur des lectures de 40 000 heures de dégradation. On voit les dates ici, ça a été publié hier, en fait, ce rapport-là. C'était un prix, il y avait $1 million à gagner. Les fabricants devaient soumettre une lampe d'elle, 200 lampes en fait, puis qualifier cette lampe-là pour rencontrer des niveaux de performance très élevés à l'époque. On parle, quand je dis à l'époque, c'est 2009, donc un siècle dans le monde de l'éclairage. Et ces lampes-là sont en train de brûler à 45 degrés depuis 40 000 heures. Il n'y a aucune défaillance à date. Et la dégradation lumineuse, environ 5 %. Donc, les gens qui connaissent la loi d'Arrhenius, à chaque 10 degrés, on peut penser qu'on multiplie par 2 la vie. Donc, 40 000 heures à 45 degrés, c'est l'équivalent de 100 000 heures passées et plus. Donc, à cette vitesse-là, ça va atteindre là, 70 % de son flux lumineux à 200 000 heures. Donc, la technologie d'elle peut être performante lorsque bien contrôlée, puis c'est une initiative intéressante qui le démontre. Vous avez sûrement entendu parler des plans ambitieux de Barack Obama en termes d'efficacité énergétique et de réduction à gaz à effet de serre. Une des choses assez payantes à faire, puis probablement la plus payante, c'est l'efficacité énergétique. Et ici, ce qu'on peut voir, ce serait le scénario de consommation énergétique aux États-Unis s'il n'y avait pas de DEL, une progression naturelle. Avec l'introduction du DEL, on parle d'environ 40 % d'économie d'énergie par rapport à un scénario sans cette technologie-là. Le DOE pousse beaucoup, le département de l'énergie américaine, pour accélérer le développement, améliorer le développement et aller chercher un autre 20 %. Donc, on peut voir justement c'est quoi l'impact énergétique.
Dans un bâtiment commercial, l'éclairage, ça peut être de 30 à 60 de la charge électrique. Donc, c'est quand même important. Au niveau de la réglementation, on est un petit peu en retard au Canada et au Québec, mais il y a des normes très ambitieuses au niveau des lampes, des ballasts qui sont déjà en place aux États-Unis. Ça nous affecte, ça va nous affecter. Au niveau des codes aussi, les gens comprennent bien la sécurité, mais il y a un code aussi d'énergie des bâtiments. Et ce code-là est un petit peu en retard au Québec, mais il y a des volontés de le mettre à jour parce qu'il y a des impacts très positifs. Donc, typiquement, on va prescrire une densité d'éclairage puis prescrire l'utilisation de contrôle. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis qui vont faire en sorte que ça va démocratiser la technologie. Et on va voir justement ces technologies apparaître sur notre marché. Donc, il faut ajuster notre pratique en conséquence. Un autre élément aussi où est-ce qu'il faut ajuster notre pratique, c'est au niveau des différents paramètres. On parle d'intensité, spec et distribution. Je vais couvrir rapidement ces éléments-là. Le dernier IES Handbook. Ici, ça c'est la version 9 et ça c'est la version 10. Pratiquement le double de l'épaisseur. Donc, mauvaise nouvelle, l'éclairage, ça ne devient pas plus simple que ça l'était. Bonne nouvelle, c'est que l'éclairage tient en compte beaucoup plus maintenant les besoins des individus. Ici, ce qu'on peut voir, c'est les niveaux prescrits pour une moyenne de population d'âge de 25 à 65 ans. Donc, potentiellement un milieu de travail. Mais ici, on parle de moins de 25 ans, plus que 65 ans. C'est pratiquement un facteur 4. C'est un peu petit ici, là, mais c'est 4 fois le niveau d'éclairement, cette variation-là, en bas de 25 ans et en haut de 65 ans. Les zones environnementales, je vous parlais des lighting zones. Ici, on parle aussi de niveau de circulation. Donc, si vous avez beaucoup de trafic versus pas beaucoup de trafic, si vous êtes dans une zone d'air protégée ou si vous êtes dans un milieu urbain fortement peuplé, ici, ça va faire varier d'environ 15 pour 1 les niveaux d'éclairement. Calculez, là, mais entre 15 pour 1 et 4 pour 1, on parle de 60 pour 1. Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi les niveaux d'éclairement pour un passage piétonnier entre mon bâtiment et la rue, et que la personne vous répond un seul chiffre, il y a peut-être un problème de compétence au niveau justement de sa compréhension des nouvelles normes, parce que maintenant, ça prend un regard un peu plus éclairé pour dire, OK, en fonction de votre situation, voici quel serait le niveau d'éclairement approprié. L'autre élément aussi qu'on va regarder, c'est au niveau du spectre lumineux. C'est un élément qui a beaucoup évolué. Notre compréhension de ce que c'est a beaucoup évolué. Ce qui est assez simple, c'est le spectre qu'on peut mesurer. Ici, ce qu'on voit, c'est une lampe de 2700 Kelvin. On a la lampe incandescente qui projette beaucoup dans l'infrarouge, en fait, toute la perte d'énergie. On a la lampe fluorescente qui, finalement, c'est des phosphores dopés qui nous permettent d'émettre à certaines longueurs d'onde, mais on a des trous où on n'a pas de lumière, donc la couleur ne sera pas visible. Donc, ça affecte le rendu de couleur. Et on a du DEL ici, on voit que c'est beaucoup plus complet. Le NIST, on fait beaucoup de recherches, le National Institute of Standard Technology, aux États-Unis, et on réalisé que les préférences des humains, finalement, avec l'indice de rendu de couleur qu'on utilise beaucoup, décrit mal ce qu'on voit. Puis avec le DEL, ce qu'on peut avoir, c'est des couleurs très saturées. On peut avoir des très bons rendus de couleur à un certain niveau qu'à un moment donné, ça nous paraît un peu irréel, puis c'est inconfortable. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait différents tests, puis ils ont réalisé que finalement, les normes prescrivent de se maintenir, si on parle d'une lampe de 2700 degrés Kelvin ou mettons de 4000, d'être dans cette portion-là au niveau de la lampe qu'on va commercialiser. Et on se rend compte que finalement, la préférence des individus est complètement à côté des normes. Donc, ce qu'on demande à l'industrie de rencontrer, finalement, c'est pas ce que l'humain préfère. C'est ce que ça dit. Puis la TM30 vient d'être publiée, ça fait 2 semaines. Moi, je pense que ça va prendre un certain temps avant que ça soit absorbé par le milieu. Mais on voit là, c'est un bon exemple où est-ce que le DEL a permis de faire de la recherche, on le voyait plus tôt, puis de repenser notre conception justement des besoins des humains et de non plus contraindre l'humain à une technologie, mais vraiment de faire en fonction de ses besoins. L'orientation, c'est important aussi. On l'a vu, c'est un bon exemple d'une norme qui est adoptée depuis un bout de temps, puis que l'industrie a pris un certain temps à absorber, c'est la TM15, le bug rating, où est-ce qu'on contrôle la lumière qui est mise vers l'arrière, back, qui est émise vers le haut, up, puis glare. Ici, on peut voir l'effet d'éblouissement. Ça, c'est les mêmes niveaux d'éclairement, mais on peut voir que l'œil, un coup ébloui, va percevoir beaucoup moins bien les objets. Donc, autant le spectre lumineux que l'orientation, que la quantité de lumière, ce sont des choses qui vont ensemble, qui sont assez complexes, mais que lorsque bien réalisées, on peut améliorer de beaucoup la qualité d'un système.
d'éclairage. Et une des grosses tendances, on va en parler au niveau du contrôle, c'est de combiner tout ça. Et non seulement de le combiner, mais de le faire varier. Donc, ce qui est assez commun, c'est de mettre du dimming, donc réduire les niveaux d'éclairement selon les besoins. Ce qui va émerger, c'est vraiment le spectre lumineux modulable. C'est encore émergent, mais on peut penser que la technologie va nous le permettre à un coût assez intéressant. Et plus récemment, je voyais ça, c'est au Light Fair, un prix qui a été gagné par Osram. C'est un luminaire dont la distribution lumineuse change. Donc, on pourrait penser qu'on peut intégrer ces systèmes-là éventuellement et qu'on puisse moduler vraiment l'éclairage de façon plus dynamique. On fait un survol rapide au niveau des différentes applications d'éclairage. Une place où est-ce que je préférais qu'il y ait des gens qui devraient faire des choses parce qu'ils perdent de l'argent aujourd'hui, c'est dans l'éclairage d'accentuation, l'éclairage de marchandises. Le DEL est fortement compatible avec les endroits réfrigérés. Donc, à ce moment-là, si on convertit du fluorescent qui performe mal à basse température par du DEL, on va sauver. Et on va sauver aussi sur les compresseurs. Donc, point contre double, on réduit aussi les charges de compresseurs. L'éclairage d'accentuation, la même chose. Le DEL maintenant vissable, il y a des très bonnes lampes de très bonne qualité, des luminaires aussi qui remplacent l'incandescent ou l'halogène qui est très peu efficace. Donc, ici, ce que je vais mettre en lumière, c'est que le potentiel, si demain matin, aux États-Unis, c'est des données du département d'énergie américain, on transformait tout au DEL, voici le potentiel. Les lumières directionnelles ici, c'est seulement 7 %, mais c'est 21 % des gains en 2014. C'est un marché qu'on voit que le DEL perce très rapidement parce que le retour sur investissement est là. Quelque chose qui est assez commun ici, c'est des photos de Los Angeles où est-ce qu'on convertit 140 000 luminaires à date au DEL. Donc, c'est sûr que le changement le plus marquant, c'est au niveau de la chromaticité. Donc, on voit le spectre lumineux du sodium haute pression avec du DEL, 4100 Kelvin. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est l'uniformité. Il n'y a pas vraiment de surbrillance. Et une chose aussi qu'on voit ou qu'on ne voit pas, c'est les luminaires. Donc, ici, c'est une prise de vue d'au-dessus. Donc, si on voit des luminaires, c'est qu'il y a de la lumière qui s'en va là, au-dessus de l'horizon. Tandis qu'au niveau des luminaires d'elle, on ne voit absolument pas de luminaire. Donc, ça veut dire que vraiment, on optimise l'éclairage vers le bas. Et typiquement, pour une rue, on va voir un luminaire Cobra-L, sodium haute pression 100 watts, qui est assez commun au Québec. La lampe, 9600 lumens. Au sortir du luminaire, environ 6000 lumens. Un luminaire d'elle, 3005, 4000 lumens, c'est ce qu'on voit comme remplacement. Donc, on met beaucoup moins de flux lumineux pour faire le même travail. Les bas plafonds, souvent, les gens, quand ils vous demandent est-ce que le DEL, on est rendu là, c'est souvent ce qu'ils ont en tête parce que c'est ce qu'ils ont au-dessus de leur tête. Ici, on voit les derniers bureaux de la presse. La source, c'est Lumenipa, c'est une compagnie québécoise qui est cotée en bourse récemment, qui semble bien faire. On peut voir justement ici, c'est du DEL. Puis on peut remarquer aussi la différence de couleur. C'est important aussi d'avoir l'éclairage de jour. Puis on le voit, l'éclairage du jour ici, qui doit être environ à 6000 degrés Kelvin sur l'heure du midi. Puis ici, je trouve ça intéressant de le noter. On peut voir finalement cette différence-là qui peut être modulée dans des systèmes. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire. Il ne faut pas s'empêcher de mettre des fenêtres dans nos bureaux, mais on peut faire évoluer la pratique pour améliorer la qualité de l'éclairage avec le DEL aussi. Pour finaliser, tous ces concepts-là, j'aimerais juste cristalliser ça sur une étude de cas, puis une application où est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui se font en termes d'éclairage DEL, les hauts plafonds. On a vu justement une succession de technologies, entre autres la vapeur de mercure dans les années 40, l'halogénium métallique dans les années 70, le démarrage assisté, le T5HO, c'est des années d'émergence, disons, et le DEL. Donc, on voit que les technologies se succèdent de plus en plus rapidement. On pourrait se demander, bon, est-ce que si je suis à l'halogène métallique, est-ce que ça serait le temps de changer? Puis si oui, moi, je crois que c'est le temps de changer, en fait. Et si oui, quelle est la solution? C'est beaucoup ce que les gens se demandent. Donc, regardons un projet fictif. Première chose, c'est les objectifs et la justification financière d'un projet qui est important. J'ai pris la photo ici parce qu'on peut penser que les gens qui sont ici, comme à droite, un des objectifs, c'est d'améliorer la qualité de la lumière. Si ça se trouve, c'est du vapeur de mercure qui est dégradé, qui fait 30 % de l'intensité initiale. Puis une lampe au vapeur de mercure, ce qui est beau, c'est que ça ne brûle jamais. Mais à un moment donné, ça devient vert, puis ça éclaire plus, puis la consommation énergétique augmente en plus pour arranger les choses. L'autre élément aussi, c'est la justification financière. On va le voir un petit peu plus loin parce que ça va nous amener avec différentes solutions. Est-ce qu'on veut réduire notre retour sur investissement? Est-ce qu'on veut augmenter notre valeur, finalement, notre VAN? Donc, ici, au niveau des... j'avais une interrogation pour dire comment on fait un bon projet d'éclairage DEL.
Puis c'est drôle parce que je suis retourné au guide de pratique sur le site web de Dodds Ingénieurs. Il y a un guide de pratique. Puis au niveau de l'électricité du bâtiment, vous savez que la conception d'un système d'éclairage, c'est un acte réservé. Donc, puis il y a beaucoup de pratiques illégales en passant aussi au niveau de l'éclairage. Et l'Ordre des ingénieurs a mis un guide de pratique et de formation aussi pour dire quels sont les champs de compétences qui devraient finalement être maîtrisés par l'ingénieur. Puis je vous invite à lire, vous allez voir vraiment en termes de voir c'est quoi le besoin réel versus le système en place. Tous les éléments de réflexion qu'un ingénieur doit faire, compétent, sont sur le site web. C'est ce que j'ai fait un peu. Rapidement, on peut procéder par simulation. Il y a de beaux logiciels maintenant qui sont gratuits, qui sont disponibles. Encore faut-il savoir ce qu'on met dans ces logiciels-là. Ici, ce que j'aime faire, c'est de comparer le système en place. On peut voir l'uniformité était moindre. On peut voir au niveau du mur aussi, probablement au niveau de l'éclairement, ici, un peu un effet de caverne. Et là, j'ai regardé c'est quoi les niveaux d'éclairement qui étaient souhaités au niveau du plan de travail qui est un peu au-dessus. C'est sûr qu'encore là, un entrepôt, on peut parler d'un niveau d'éclairement de 50 lux s'il n'y a rien, ou plus de manipulation, jusqu'à 300 lux s'il y a des petits items. Puis si on fait de l'assemblage, ça peut aller jusqu'à 3000 lux. Encore là, il y a une perspective à avoir. Puis souvent, la stratégie à adopter, c'est d'avoir plusieurs sources lumineuses. Donc, une source de base pour aller chercher le niveau de base, puis pour des tâches spécifiques, augmenter si on fait de l'assemblage près du poste d'assemblage. Ça, c'est un super haut niveau. Grosso modo, dans un projet comme ça, on pourrait se demander aussi, est-ce que je mets du contrôle? Ici, ce qu'on a, c'est une étude de PG&E, qui est une utilité importante en Californie. Et ça, c'était la charge en kilowatts de l'halogénure métallique, qui était le système existant. Donc, on a la nuit, il n'y a pratiquement rien. On ouvre des lumières le jour, et ensuite, ça diminue. On a converti au DEL, c'est en 2013, environ 50% de réduction de la charge. Aujourd'hui, on peut penser à 60%. Et là, ce qu'ils ont fait avec le contrôle, c'est qu'ils sont allés faire du task tuning, puis ils ont réduit les niveaux d'éclairement en fonction des besoins réels. Peut-être dans certains endroits, ils ont augmenté, à d'autres endroits, ils ont diminué. Donc, voici l'impact de cet exercice-là. Ensuite, ils ont mis des détecteurs d'éclairage naturel. Bon, un entrepôt, il ne doit pas en avoir beaucoup, on voit le gain pas énorme. On a mis des détecteurs d'occupation, c'est qu'ils ont vraiment superposé les différentes stratégies de contrôle pour en quantifier le bénéfice. Et au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un zonage très granulaire parce que chaque luminaire était zoné, donc pouvait être contrôlé. Et on peut voir la réduction reliée à la conversion, mais ensuite à l'ajout de contrôle. Du contrôle évolué, on s'entend. Donc, on peut comprendre que les gens sont intéressés à aller vers ces solutions-là, surtout dans les applications d'entrepôt, ça peut être intéressant. Donc, récapitulatif au niveau de la consommation de ces choses-là, on parle d'un 400 watts halogénure métallique, grosso modo 460 watts, avec les pertes d'emballage. On peut penser environ à 150 $ de coût d'énergie par année. Et là, ce qu'on voit, c'est si on passe au T5 à chaud, on pourrait réduire de 30 à 45 %, dépendamment des choix qu'on fait. Le problème avec les lampes fluorescentes, c'est qu'on peut, dans ce cas-ci, peut-être aller à 4 lampes qui réduiraient l'éclairement, 6 lampes qui augmenteraient. Les 5 lampes sont moins populaires, donc la granularité est moins là. Avec le DEL, on peut vraiment être plus granulaire et aller chercher peut-être 55 à 65 % assez réaliste au niveau de l'intensité, de la réduction. L'autre élément, c'est si on considère l'ajout de contrôle. Donc ici, si on ajoute du contrôle dans un environnement très occupé, 35 % c'est assez réaliste. Dans un environnement comme un entrepôt, on voit des 70 % de réduction de la consommation d'énergie. Donc ça, finalement, ça représente la quantité d'énergie qui pourrait résulter du projet. Rapidement, les gens veulent avoir des PRI, comprendre ce que ça veut dire aussi en termes de retour sur investissement. Ça, c'est vraiment schématique, mais si on regarde les coûts d'opération à 12 heures par jour, 7 jours sur 7, on peut voir ici le DEL, le coût de l'installation beaucoup plus élevé. Ici, ce que j'ai figuré, c'est que l'halogénure métallique, il faut figurer les coûts parce qu'en fait, le cas le moins pire, une façon de voir simple, c'est de dire mon parc est en milieu de vie. J'opère mon parc, puis il y a la moitié de mes ballasts qui vont être remplacés d'ici les prochaines années. Donc, si je fais une conversion au DEL, je n'aurai pas remplacé ces ballasts-là. Donc, peut-être la moitié de mon parc, finalement, je vais me sauver ce coût-là de remplacement de lampes et de ballasts. Ce qui est assez quand même substantiel à remplacer une lampe et un ballast. Donc, c'est ce qu'on voit ici comme. Et là, on voit le coût d'énergie, puis le point de croisement, où est-ce qu'on peut penser à une PRI. Là-dedans, je n'ai pas les effets croisés. C'est-à-dire que si vous étiez dans un entrepôt réfrigéré, vous auriez des gains supplémentaires à la réduction de la charge d'éclairage. Si vous êtes dans un endroit chauffé,
À ce moment-là, le chauffage va devoir compenser les coûts de la réduction de la charge d'éclairage. Donc ça, c'est des éléments un peu plus détaillés. Puis il y a des appuis financiers aussi qui permettent de réduire les coûts. Donc c'est ce qu'on voit. Donc les PRI ici, ça risque d'être assez réaliste. On pourrait se dire, qu'est-ce qui arrive si j'opère 24 heures par jour, 7 jours sur 7? Bien là, à ce moment-là, les coûts d'énergie, on s'entend sur 10 ans, vont être énormes au niveau de l'halogénure métallique, 400 watts. Et on pourrait se poser la question, si je rajoute du contrôle, qu'est-ce qui arrive? Bien, les coûts initiaux vont être beaucoup plus élevés. Par contre, la consommation énergétique, on l'a vu, dans le cas d'entrepôt, ça peut être réduit grandement. Donc à ce moment-là, la PRI va être un peu plus longue, mais on peut voir ici, au niveau du gain énergétique sur 10 ans, ce que ça peut représenter en termes de dollars. Et des gens vont être tentés aussi de dire, ben moi, je veux optimiser ma PRI, donc je vais aller avec une lampe vissable. Il y a beaucoup de solutions intermédiaires aussi, vous allez voir, sur le marché. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je pense qu'avec la réduction des coûts, les gens vont beaucoup vers des luminaires neufs qui permettent d'avoir une performance à long terme plus importante. Les solutions de remplacement ou de rétrofit, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez résoudre votre PRI, c'est peut-être une solution, mais si vous voulez maximiser vos gains ici, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aller de l'avant. Donc encore là, tout dépend de votre justification au niveau financier. En conclusion, ben, je pense que l'éclairage vit une grande révolution. Je vais faire un tour de roue sur mon château de Versailles, où est-ce qu'eux aussi ont vécu de grandes révolutions à cette époque-là. Je fais référence à la Révolution française. Ici, ce qu'on voit, c'est le Water Cube. Ça se trouve être l'éclairage où est-ce qu'il y avait les Jeux olympiques en 2008. L'éclairage pour toutes les compétitions de natation. Ici, on peut voir une piste de course à Dubaï et encore là, notre installation olympique à Beijing. On peut voir, comme le château de Versailles en témoigne, que l'éclairage ici va bien au-delà de la simple fonction d'éclairer. J'aurais tendance à penser que le siècle des Lumières, un peu comme l'UNESCO le pense, ça sera peut-être le 21e siècle. Donc, encore faut-il être capable de maîtriser ces technologies-là, comprendre leur implication, puis ajuster notre pratique pour être sûr qu'on en tire le maximum de bénéfices.